Alors bonjour Sébastien, on est aujourd'hui au sein des bureaux d'Orcom à Miami, donc on est ravi de te recevoir. Sébastien qui est le directeur général, président de la société Let's Sign It aux États-Unis, qui s'est occupé donc de l'implantation, de son développement et de la réussite de la société donc depuis de nombreuses années sur le territoire américain. On voulait déjà en connaître un peu plus sur Let's Sign It. Voilà, qu'est-ce que tu fais, combien vous avez un peu d'employés aujourd'hui sur les États-Unis, un peu la typologie de clients et nous expliquer un peu le concept des signatures Let's Sign It, j'en dis pas trop, que l'on utilise dans le groupe aussi. Exactement. Écoute, merci de m'accueillir également dans tes locaux. Et donc Let's Sign It est une société logicielle française, basée à Marseille d'ailleurs, en France. On est aujourd'hui 80 employés au global. On a des clients qui vont des plus petits où il y a 5 employés et le plus grand a aujourd'hui 100 000 utilisateurs. Donc on a une société de logiciels. On fait des emails signatures. Donc l'idée c'est d'harmoniser tous les emails qui sont envoyés dans une entreprise pour avoir le bon logo, pouvoir avoir les bonnes coordonnées des usagers, pouvoir promouvoir des événements au travers des bannières qui sont en bas. Faire du marketing grâce à l'emailing, c'est ce qu'on utilise. Exactement. Et on utilise aussi une fonction qui est très sympa, c'est de pouvoir donner la possibilité justement à nos clients de prendre des rendez-vous directement par un lien calendrier que l'on a intégré dans les emails. Et ça c'est vraiment c'est un gain de temps énorme en tout cas pour nous en termes d'utilisation. Alors vous êtes membre de la French Tech aux US ou c'est pas quelque chose sur lequel... on y est, mais on n'est pas hyper actif. D'accord. Mais effectivement, on est membre. Ça a servi quelque chose, ça aide un peu ou au début un petit peu, mais bon après c'est vrai qu'on a travaillé directement avec nos clients et nos partenaires pour directement dans le concret de l'informatique, qui est notre écosystème, pour aller plus rapidement. Mais bon, quand j'ai démarré la filiale américaine, je suis arrivé tout seul et aujourd'hui, on est 12 salariés. D'accord. La moitié sont aux US, la moitié au Canada. Donc, toutes les forces commerciales sont aux US. Et le Customer Success et le support pour la filiale nord-américaine, on va dire, est à Montréal. D'accord. Donc, tu voyages beaucoup entre les différents endroits. Donc, on était à Miami pour un kick-off. En même temps, j'ai profité pour venir ici. Et voilà, on a des clients de partout aux US, au Canada, même en Amérique. Vous êtes implanté partout dans le monde de toute façon aujourd'hui. Vous servez des clients un peu partout. Nos deux marchés principaux quand même, c'est l'Amérique du Nord et l'Europe. D'accord. La France étant historiquement notre marché le plus puissant évidemment. Let's Sign It a une très forte renommée en France. Mais les deux marchés focus chez nous, c'est l'Europe et l'Amérique du Nord. Même ici, par exemple, sur la filiale américaine, on a beaucoup de clients en Amérique du Sud également, mais c'est moins notre stratégie. Et qu'est-ce qui a fait le succès de Let's Sign It aux États-Unis aujourd'hui, tu dirais, pour une entreprise française qui veut venir s'implanter dans la tech, alors forcément un métier, un marché un peu différent du tien, mais qu'est-ce qui a fait le succès de Let's Sign It aujourd'hui aux US, tu dirais? Alors, je dirais qu'il faut beaucoup d'argent. Il faut être prêt. D'ailleurs, on peut aussi, pour être très honnête, penser qu'on est peut-être parti une année un peu trop tôt. La boîte, on n'était tous pas prêts, je pense, tout le démarrage. Et ensuite, on est allé dans un deuxième temps réorganiser la société, s'adapter au marché américain. Il y a des normes à l'informatique, etc., qui n'existent pour démarrer au marché américain, où il a fallu s'adapter. Il a fallu remettre des plateformes américaines avec des hébergements de données aux États-Unis pour faire plaisir aux clients américains. Le fameux RGPD américain. Voilà, et puis juste d'avoir les données hébergées ici. Et là maintenant on est certifié ISO au niveau de l'infrastructure, de la sécurité, et ça c'est des vrais game changers. Puisque quand Let's Sign It arrive aux États-Unis, personne ne connaît Nina Villadan, c'est pas un nom connu. En plus, donc tu dirais le premier frein a été quand même déjà, pour rentrer, c'est un frein financier, c'est-à-dire qu'il faut quand même beaucoup d'argent. Je pense qu'il faut que les gens comprennent que quand on a une petite structure comme la nôtre, même si nous on a un produit qui est universel, il y a n'importe quel client, entreprise des États-Unis ou d'ailleurs, il est éligible à Let's Sign It, et pour autant, il faut quand même beaucoup d'argent, ne serait-ce que parce que déjà les salaires aux États-Unis ils sont monstrueux par rapport à ce qui se fait en France.
Le marketing aussi. Le marketing, les efforts marketing sont monstrueux, puisque du coup, voilà, encore une fois, l'awareness, elle doit se développer, on part de zéro, donc ça a été difficile pour toi, justement, pour rebondir sur ça, de rencontrer des dirigeants de grandes sociétés. Est-ce qu'ils ont ouvert la porte facilement, ou est-ce que parce que c'était un produit français au départ, pas intéressé, on verra plus tard, montrez-nous d'abord ce que vous savez faire et on regardera si on nous en parle déjà 10 fois. C'est ça, exactement, il faut grappiller On a démarré, on va être très honnête, on a démarré par des petits clients et puis au fur et à mesure, le petit client est content, donc il fait un référencement quand on travaille avec un plus gros prospect, derrière il s'appelle donc il faut être pragmatique. Et nous, très honnêtement, aussi ce qui a fait la grande différence, c'est qu'à un moment donné, on a mis en place aussi tout le service local pour les clients localement. Et parce que, évidemment, un client trouver un prospect, c'est bien, le signer, c'est super. Et le satisfaire, c'est encore mieux. Donc, nous, l'effet de levier est arrivé à partir du moment quand même où on a eu une taille critique au niveau du support et du customer care pour satisfaire les clients. Maintenant, on est par exemple sur G2, on a des excellentes notes, on est 4,7 et les clients américains, ils adorent ça, ils adorent aller sur les plateformes, regarder, revoir les revues, c'est très américain. Ils se donnent leur idée, même avant de nous appeler, ils savent ce qu'ils vont demander, ils savent pourquoi ils nous ont appelés, J'ai vu que Monsieur Untel a dit que ça marchait comme ça, où il n'arrivait pas à cliquer sur le bouton gauche. Est-ce qu'on peut maintenant cliquer sur le bouton gauche ? Ouais, mais je fais exactement pareil, parce que à force du temps, on s'américanise tous. Et c'est vrai que on fait un peu pareil, on regarde les revues et on regarde un peu tout ça. Alors Orcom, on s'est rencontrés il y a 3 ans à peu près maintenant, 2 ans et demi, 3 ans. C'est quoi un peu ton retour aujourd'hui sur l'accompagnement du cabinet ? J'imagine que si tu es ici, t'es quand même content, sinon on ne ferait pas cette interview et on te remercie de la faire avec nous. Mais c'est quoi un peu ton retour sur l'accompagnement technique, l'accompagnement technologique qu'on a mis aussi en place ? Donc le retour que j'ai par rapport à notre partenariat, c'est déjà que, en fait, ce qui n'est pas notre métier, ce qui n'aide pas dans notre production, ce qui n'aide pas à vendre les clients, ça doit être une quiétude d'esprit, on doit être serein par rapport à ça, parce qu'on travaille avec des partenaires sur qui on peut faire confiance, donc c'est le cas, et c'est ce qui nous a permis, ce qui nous permet d'être autonome dans ce qu'on fait tous les jours, au quotidien, aller chercher des clients, des prospects, les satisfaire. Et évidemment, tout ce qu'on fait avec le cabinet depuis des années, c'est parfait, on n'a pas de soucis, tout est managé. On a joué un petit peu le rôle bien sûr le cabinet comptable et fiscal, ça c'est notre métier de base, mais un peu plus de CFO, de direction financière en temps partagé, puisque une de nos managers est en relation avec votre directrice financière en France, et en fait c'est son point de liaison pour la partie financière. C'est elle qui prépare un peu les reportings, qui lui prépare toute l'élaboration des documents qu'elle a besoin, les rapports, le paiement des salaires, les rapports de paye, etc. Donc c'est un peu ça le... Oui, c'est-à-dire que nous en plus on a fait 2 levées de fonds, donc maintenant on a des investisseurs, donc même si on n'est que 80 salariés, on a des investisseurs qui demandent des infos très précises, donc effectivement notre directrice financière, Muriel, elle a besoin, effectivement, comme tu dis, d'avoir un contact précieux qui lui donne exactement les informations dont elle a besoin. Et elle est en France, donc c'est pas simple. Et je sais qu'elle est amplement satisfaite de la relation qu'elle a. Oui, l'avantage c'est qu'elle a pu trouver, j'ai l'impression en tout cas avec une de nos superviseurs qui s'occupe de ça, cette double compétence américaine et française. Et donc elle lui transcrit les problématiques américaines en problématiques françaises. Donc pour elle n'a pas à se poser les questions de savoir comment tel ou tel produit se comptabilise, comment ça se fait, elle le comprend directement. Alors si tu devais donner quelques conseils à des clients, à nos clients à nous qui nous contactent régulièrement en disant j'ai un projet tech, les États-Unis effectivement c'est extraordinaire, c'est un marché gigantique et ils ont raison, c'est l'Europe à plat. Voilà, sur un seul. Ce serait quoi, mis à part la partie venez avec beaucoup d'argent, tester votre produit, comment ils pourraient tester un produit à petite échelle? Non, ce qu'il faut effectivement, c'est encore une fois, je vais revenir dessus, mais il faut vraiment étudier avant de venir quelle est la différence entre le marché qui était leur avant de partir en France et quelles sont les règles, etc. pour en faire un produit ou un service adaptable au marché américain. Le marché américain, il est monstrueux, il est gigantesque, mais il est archi compétitif.
Donc il faut quand même comprendre que les gens, par exemple, ils ont une façon de faire qui est un peu différente, les Américains. Donc dans le décisionnel, ils testent beaucoup en ligne. Donc il faut qu'ils aient des plateformes qui sont capables d'aller tester de manière autonome. Ils regardent les revues. Donc c'est très difficile en fait de venir en disant juste on verra ce qui s'y passe. C'est-à-dire que si on vient, il faut venir avec une solide manne financière, mais un solide plan, et ce plan doit inclure absolument toute la partie service, accompagnement client. Plan service, plan technologique pour déjà être sûr que le produit est adapté à la technologie. Je t'entendais parler de sécurité. C'est un sujet qui est très important et très différent aussi de l'Europe. Le RGPD qui existe en Europe, qui n'existe pas de la même manière aux États-Unis, il faut aussi s'y adapter. C'est un RGPD un peu différent. Alors, le RGPD on va dire quelque part, c'est un plus pour les Américains. Alors, pas tous, mais les boîtes américaines, quand on leur dit qu'on est une société européenne et qu'on prend grand soin de leurs données parce qu'on est RGPD, ils aiment bien ça. Mais ils aiment bien quand même avoir leurs données hébergées aux États-Unis. Donc, encore une fois, si pour les sociétés de software, par exemple comme la nôtre, oui, je dis qu'il va falloir que les gens pensent à venir et déployer une plateforme sur un directement américain, des serveurs américains, une gestion américaine pour que justement les clients soient contents de rentrer dans le produit et de l'utiliser. Et encore une fois, le service est prépondérant. Les Américains sont des maniaques des reviews. Donc une mauvaise review et ça vous fait perdre énormément de... C'est vrai qu'on le voit, on le voit aujourd'hui, que ce soit dans la tech, que ce soit même dans la restauration ou ailleurs, on s'est habitué, alors moi je le vois, je te rejoins, moi en France, on s'arrête, on choisit un petit restaurant et j'ai pas fait souvent regarder les reviews, voilà, je vois le menu, bon, c'est vrai que tu vas me dire tout est bon, donc c'est pas non plus très compliqué, je te rejoins, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je regarde un produit de tech ou un nouveau produit, je regarde les revues, quand les revues sont négatives, il y en a une, deux, on passe, mais quand il commence à en avoir beaucoup trop de revues négatives, c'est vrai que derrière on n'a plus envie de donner confiance au produit, et donc on se dit, on va laisser tomber, on passera à autre chose. Mais tu as raison, c'est une bonne analogie, hein. En fait, en gros, les Américains, ils sont dans leur vie personnelle comme dans la vie professionnelle. En fait, ils vont choisir leurs fournisseurs, leurs partenariats de la même manière. Donc, effectivement, ils vont regarder les reviews et pour eux, c'est hyper important. Donc voilà, encore une fois, ne pas faire de demi-mesure. Si le projet est trop compliqué, dans le sens où vous êtes sur un projet, enfin pour les sociétés qui souhaitent le faire, entre deux, ne pas le faire. Il vaut mieux retarder d'un an. Peut-être trouver un partenaire. Ou trouver un partenaire sur place. Peut-être trouver un partenaire pour adapter la technologie. Nous, on a eu beaucoup de cas avec des sociétés de tech qui n'avaient pas l'infrastructure pour venir. Ils avaient un bon produit. Et finalement, ils se sont associés avec des boîtes de tech locales qui, eux, n'avaient pas justement cette compétence. Ils ont dit, nous, on peut l'adapter, le distribuer, on partage les revenus. Il vaut mieux partager quelque chose que de rien pouvoir faire. Mais c'est vrai que c'est intéressant et c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on a vu la growth, on va dire, de la tech depuis les années 2010 jusqu'à il y a encore quelques mois avant la catastrophe. Aujourd'hui, ça repart un peu. Est-ce que c'est le début du redémarrage? Tout le monde l'espère. On verra bien ce qui se passe. Mais c'est vrai que les sociétés de tech ont été énormément valorisées, énormément financées. Il y a eu des levées de fonds exceptionnelles, des sociétés américaines ou même françaises qui ont fait beaucoup de levées de fonds. Donc c'est normal que les gens s'intéressent au marché américain puisque c'est quasiment le seul marché aujourd'hui où tu peux faire des levées de fonds à 3 chiffres. En Europe, c'est très compliqué. Il n'y a pas de fonds qui financent réellement aujourd'hui à 3 chiffres, 2 chiffres, on y arrive encore, mais quand on va passer les 100 millions, c'est pas commun. C'est pas commun. Il y a de belles boîtes aux US comme Content Square par exemple qui ont fait de très très belles levées de fonds et c'est vrai qu'ils n'auraient pas pu le faire en France. On les aurait bridés, on leur aurait passé 20 millions en France en disant que c'est déjà bon. Et puis en plus pour une société française ou européenne, avoir des investisseurs américains, ça crédibilise quand même le marché, l'arrivée sur le marché, etc. Donc c'est vrai que c'est important. Je voulais rajouter aussi dans les choses importantes à faire dans le plan pour venir, c'est ne pas penser que les Américains, c'est des Français qui parlent anglais, même si on a un mode de vie qui est très proche. Il faut un marketing américain, il faut quelqu'un qui pense américain, il faut quelqu'un qui écrive comme des Américains et qui fasse... Et ça, c'est beaucoup. Il ne suffit pas de trouver en France un interprète ou quelqu'un de bilingue.
il faut quelqu'un qui soit américain. Donc là maintenant, je vois chez Let's Sanit, on a recruté un marketing US, donc une personne qui est à Chicago, qui est une marketeuse américaine, et ça change la donne parce que elle sait parler, elle sait comment toucher les Américains. Et on croit qu'on est pareil, hein, mais on n'est pas pareil que alors les moi, Américains. moi je dirais, souvent quand je fais des conférences en France, je leur dis effectivement, quand on se regarde, on a l'impression que les Américains sont proches des Européens sur plein de choses, évidemment. C'est une démocratie, il y a plein de choses très communs. Mais en fait, on est aussi proche d'un Américain qu'on est proche d'un Japonais en termes de marketing. Ouais. Ça n'a rien à voir, c'est une approche différente. Oui, on se dit le Japon, mais c'est pas plus compliqué en fait, c'est juste un marketing et une approche différente. Et je te rejoins là-dessus, ceux qui adaptent pas leur communication, leur marketing, n'y arrivent jamais. La communication purement française marche dans certains cas très spécifiques, j'allais dire la restauration, le luxe. Là, on veut rester sur quelque chose de très français, on veut rester sur une image très française, parce qu'on est connu pour ça, et parce que justement, on ne veut pas l'américaniser, et on veut rester là-dessus. Mais tout ce qui est après, tout le reste, j'allais dire, tout ce qui est tech et tout ce qui va avec dans le développement, si on n'américanise pas le produit à 100%, on ne le développe pas. C'est ça. On ne développe pas, le produit reste figé, et on ne comprend pas pourquoi, parce que malheureusement, de bons produits que l'on a vus dans le temps aux États-Unis ne se développent pas s'il n'y a pas un marketing performant et qu'il n'y a pas une communication qui touche, j'allais dire, le public et le grand consommateur, hein, tout simplement. Donc c'est un peu, c'est un peu ça la problématique. En tout cas, nous, on a été très très contents de te recevoir. On est ravis au sein du groupe de travailler avec vous depuis des années et des années aussi, d'avoir démarré par l'utilisation des signatures. Ça nous simplifie beaucoup la tâche, hein, c'est pas pour lancer un compliment. Moi, j'utilise ça régulièrement. Aurélie, qui est au marketing chez nous, s'en sert quasiment tous les jours, ne serait-ce que pour créer les nouveaux profils, pour mettre les signatures dans les emails. C'est ça le gain de temps. C'est-à-dire que je n'ai plus à aller sur chaque PC à chaque fois, créer une signature, puis à chaque fois que je voulais faire un changement, il faut faire le tour de 80 PC et de recommencer tous les jours. Bon, c'était un enfer. Aujourd'hui, on veut changer une photo, on veut mettre une nouvelle image, on veut mettre une nouvelle bannière, on le fait en un clic, on lance une campagne, on peut mesurer l'effet de la campagne, on peut regarder, tiens, on a communiqué. Et puis, il ne faut pas l'oublier, la signature de mail, je pense que c'est quand même la chose la plus regardée finalement pour nous dans notre métier, pour un client. En fait, on est dans une relation en one-to-one, hein, donc on peut faire des mass mailing, etc. C'est vrai, c'est bien, il faut le faire, trouver des prospects, etc. Mais je t'envoie un email, il y a une bannière en bas qui dit on a un nouveau produit, essaye-le. C'est quand même le meilleur moyen, puisqu'on est dans une relation de confiance en one-to-one, même si c'est par le mail. Tout à fait. Donc du coup, les résultats évidemment sont plus grands. Hein. On a des clients qui font dans leur bannière, hein, qui font la promotion de tout, hein, des résultats financiers, un produit, des événements, parce que par exemple de s'enregistrer automatiquement pour un événement, etc. Et puis je le vois, nous on n'est que 80 salariés, mais on a des équipes, comme je te l'ai dit, en France et aux US, donc on n'a pas les mêmes signatures en temps réel. Notre marketing communication met des signatures. Peut-être qu'en France ils vont faire la promotion d'un événement où on va être présent local, et nous ici, c'est logique, c'est tout à fait logique, et c'est ça que ça permet de créer des départements, de créer une segmentation, et nous on l'a vu, on a exactement un peu comme vous, on a des signatures différentes en fonction des gens, on a des communications différentes en fonction aussi des personnes qui veulent communiquer, et c'est ça qui est très bien, c'est-à-dire que c'est flexibilité, rapidité de déploiement. C'est ça aussi qu'on a beaucoup aimé, c'est qu'on l'a déployé en quelques minutes, hein, on a lié notre tenant Microsoft avec Let's Sanit, et en un quart d'heure c'était fait, quoi. Oui, c'est vrai que je ne suis pas rentré dans le détail, mais nous, un des game changers aussi, ça a été notre intégration automatique maintenant de manière native dans Outlook. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de déploiement, c'est directement intégré dans Outlook. Il suffit d'aller dans la console Office 365 de Microsoft, par exemple, et de les activer. Tout à fait. Donc voilà, et puis aussi, je voulais dire aussi que le plus gros déclencheur d'achat pour Let's Sanit, c'est les rebranding. On en parlait encore ce matin en réunion. Ouais. Quand une boîte, elle change de logo, elle change de tout un tas de choses, ils dépensent des millions et des millions et des millions pour les affiches sur les enseignes, le site web, etc. Et à la fin, mais alors pour le site web, pour les emails, vous faites rien, alors que c'est quand même le canal. C'est souvent pas pensé, parce qu'on se dit on va avoir notre nouvel email à @.com et qu'est-ce qu'on fait avec? Donc les gens disent mais j'écris quoi, je mets quoi, qu'est-ce que j'ai comme titre? Les titres ont pu changer parce que il peut y avoir une harmonisation des titres des employés quand il y a des fusions.
fusions ou des Bien sûr. acquisitions, c'est plus les mêmes. Et Les là, plus fusions, personne, les acquisitions, et plus personne ne sait quoi faire. C'est ça. Et donc après, on peut se retrouver, si chacun fait son email et met son emailing, avec un bazar total en fait dans l'entreprise. Ça arrive et dans une combien de communication. sociétés de voir des gens qui envoient encore des emails avec des signatures de la boîte 3 ans avant qu'elle soit rachetée Ah oui, ce que par je la comprends. nouvelle, etc. Ce que je comprends, puisqu'on fait même plus attention, on l'envoie à Outlook, on l'envoie, et puis on se dit, ça marche, et c'est très bien. Et en plus, c'est vrai qu'il faut être technique après pour les changer dans Outlook. Donc finalement, c'est plus simple d'avoir un outil comme Let's Sign It. Exactement. Et que ça fond. Mais ici, on était sur un événement à Boston il y a 3 semaines, avec des interlocuteurs marketing, et je pense, pour revenir sur ce que tu disais juste avant, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a un outil, un logiciel qui permet de centraliser et de déployer des signatures de mail. Donc quand on leur dit, ils disent, ah ben oui. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas quelque Moi, chose. j'ai fait la même démarche. Ouais. C'est au début parce qu'à un moment, j'avais cette problématique-là. Alors, quand vous êtes deux dans une entreprise, vous ne posez pas la question. Je change mon mail, il change son mail. Tiens, mets cette image, fais cette image. Quand t'es 3. Mais après, déjà, quand tu commences à être 10 personnes à vouloir changer en même temps, 15, 20, 50, 80, c'est impossible. En fait, c'est une gestion qui est infaisable. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut pas. Voilà, et on a un collaborateur qui oublie de mettre un message. Bon, on peut même utiliser Sanit pour mettre un message sur sa signature en disant voilà, je suis pas là pendant 15 jours, je vous réponds, je vous envoie. On n'a pas d'autorespondeur, on peut parler de communiquer. Et c'est vraiment. Ça nous, ça nous a changé la vie. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que je ne verrais pas fonctionner et revenir à l'ancienne méthode. J'ai ni regret, ni au contraire de me dire bah tiens, on aurait pu. Non, aujourd'hui, on pourrait pas faire autrement. Voilà, c'est devenu une intégration. Alors, tant que les emails existent, j'allais dire, bon, je pense qu'ils continueront d'exister pendant quelques décennies, mais en tout cas, tant que les emails existent, le produit est parfaitement adapté à l'email. Voilà, on ne peut pas faire sans. C'est comme aujourd'hui faire sans antivirus. Bon, on peut, mais c'est très compliqué, quoi. Ouais, c'est très risqué. C'est risqué, mais aujourd'hui, les signatures, c'est impératif. Bon, en tout cas, merci. Nous, on est ravis du partenariat qu'on a entre Orcom et Let's Sign It. On est ravis de vous servir. Je sais que les équipes s'amusent bien aussi avec vos équipes. Et voilà, et on va continuer de profiter de faire ce qu'on fait habituellement, la compta, la fiscalité pour vous, la direction financière, l'hébergement, domiciliation quand il y en a besoin en fonction des localisations, et puis tout le reste. En tout cas, merci. Merci. Je te dis à très bientôt, voilà, et merci d'avoir peut-être au stade Vélodrome bientôt pour voir un match. Et je reviendrai au Vélodrome évidemment bientôt, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci.